Bonjour tout le monde, c'est Jordan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous y retrouver et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous sans montage, sans artifice, sans filtre, d'un sujet qui m'est très cher, c'est l'impression d'être bon à rien et plus particulièrement dans un contexte de retour au travail qui peut être plus ou moins difficile après une période de chômage. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être bon à rien ? C'est un terme un petit peu fort, mais quand même, c'est une impression, c'est un sentiment. Moi oui, et la première fois que c'est arrivé, comme beaucoup, c'était à l'école. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, et à mon avis, ça va parler à beaucoup de personnes. Donc oui, comme beaucoup, et peut-être aussi que c'est votre cas, j'ai eu l'impression d'être bon à rien à plusieurs moments de ma vie. Je disais que mon point de départ, c'était l'école, où je n'étais pas vraiment le meilleur élève, mais avec le temps et mes réussites aux examens, ça s'est estompé. Puis c'est brutalement revenu à un moment de ma vie, à un moment qui peut être vécu aussi par d'autres personnes, hein. D'ailleurs, cette période-là, ça peut arriver à n'importe qui dans sa vie. C'est la période d'interruption professionnelle, la période de chômage. Donc c'est arrivé au moment de mon retour du Canada, quand il a fallu que je cherche du travail en France. Donc je suis resté de longs mois à passer des entretiens sans les concrétiser, et ça a été très difficile. J'ai pas bien vécu cette période, et le regard et les réflexions des autres n'arrangeaient pas vraiment la chose, hein. Des remarques qu'on entendait du style « Alors le chômeur, ça va, t'as la belle vie ? On change de place, tu prends la mienne, et puis moi je prends la tienne, ok ?» J'enviais la situation de mes amis qui, eux, travaillaient et, ironiquement, voulaient d'une certaine manière aussi, on va dire, du repos parce que ma situation, ils n'en voulaient pas vraiment. Mais ils m'enviaient quelque part. Mais le chômage, c'est reposant les premiers jours. Puis vous prenez conscience que ça n'est pas une situation durable. Et si le chômage n'est généralement pas très bien vécu et aussi perçu, mais ça c'est un autre sujet, la fin de cette période d'inactivité peut aussi s'avérer être très difficile. Comment est-ce que vous faites pour retrouver sereinement le chemin du travail lorsque les mois se sont empilés comme des feuilles mortes et qu'on n'a plus du tout foulé le sol d'un bureau depuis bien trop longtemps? Ou comment est-ce qu'on fait pour garder l'estime de soi, la confiance en soi, et postuler aussi sereinement, sans se fatiguer, sans se dévaloriser, sans s'auto-saboter lors des entretiens, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Dernièrement, je suis intervenu dans des entreprises, et plus particulièrement de grandes entreprises, dont une qui est dans l'équipement automobile, donc si vous connaissez un petit peu le secteur, vous savez qu'il est un petit peu en berne, et l'autre entreprise, c'était dans, on va dire, un conseil départemental. Les deux m'ont confié qu'il allait avoir un tiers de l'effectif, un tiers, qui allait être dans des PSE, réduction d'effectifs, départ à la retraite anticipée, etc. Et d'autres vont être aussi être licenciés très rapidement. Le marché du travail, en ce moment, est hyper violent. Et si vous n'avez pas été dans une démarche de recherche depuis de nombreuses années, vous aurez la même sensation qu'un de mes clients que j'accompagne là en ce moment. Je m'explique. Ce client, on va l'appeler Olivier. Et Olivier m'a dit être parti après un licenciement économique. Au début, il était plutôt confiant, son diplôme, alors il a un diplôme en marketing, il a un parcours universitaire, voilà, je resitue un petit peu le contexte, et ça le rassurait. Il se disait que tout allait vite se remettre en place, qu'il allait vite retrouver une situation professionnelle stable, etc. Et qu'il allait retrouver du travail sans trop de difficultés. Mais voilà, les semaines se sont transformées en mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et toujours rien. Aucun entretien à l'horizon. Tout dépend de la période de l'année, tout dépend de plein de choses, bien évidemment. Mais ça, je ne parle pas de ça, des techniques de recrutement, enfin les techniques de recherche d'emploi. Mais en gros, c'est comme s'il envoyait des candidatures comme ça dans le vide, sans jamais avoir de retour. C'est le quotidien de combien de chercheurs de jobs, d'emploi, etc. Et comme beaucoup de personnes, sa confiance, qui jusqu'à là était plus ou moins solide, a commencé à s'effriter peu à peu. Le marché du travail, c'est un peu comme le mur du silence, il faut être vraiment armé face à l'indifférence. Et ça fait partie du jeu de toute manière, hein. Et lui, il avait l'impression que ses compétences n'avaient plus aucune valeur. À chaque jour qui passait où il n'avait pas de réponse, à chaque fois, c'était une petite fissure dans son estime de lui-même. Et à force, il a fini
Par faire quoi? Par douter. Et il s'est même demandé d'ailleurs s'il réussirait à retrouver un jour un job, la situation professionnelle dans laquelle il était et à revenir dans le monde professionnel. C'est pour vous dire, hein, à tel point que quand on est dans une situation d'incertitude, la confiance en soi, ça en prend, c'est la première victime. Et sa confiance en lui en avait pris un sacré coup. Il avait l'impression de n'être plus bon à rien. D'où la thématique de cette vidéo. Et je connais très bien aussi ce ressenti, car je suis moi-même passé par là. Mais moi, à l'époque, c'était, vous allez mieux comprendre, c'était la double peine. Je m'explique. Je revenais donc du Canada, et si vous me suivez depuis pas mal de temps, je parle très souvent du Canada, parce que j'ai travaillé là-bas, je me suis formé là-bas, etc., etc. Et donc, à cette époque-là, je revenais du Canada, où j'avais travaillé plusieurs mois. Mais il a fallu que je revienne en France. Et pour en venir en France, en plus de ça, pour trouver un travail, donc à mon premier CDI, et ça, pile pendant la crise financière de 2008. Donc c'est pour ça que je vous disais double peine. À la fois, c'était dur de revenir en France, mais c'était dur aussi de se mettre dans une position de recherche, et parce que aussi, j'ai dû faire face à 2 ascenseurs émotionnels, et que je vais vous aider à mieux comprendre à travers ce schéma. Donc le schéma que vous voyez là, ce sont les étapes émotionnelles de l'expatriation. Et quel est le rapport avec l'expatriation et le chômage? Vous allez mieux comprendre. Dans un premier temps, pour ceux et celles qui sont déjà partis, s'expatrier dans un autre pays, etc. Donc ce que vous voyez là, dans l'axe des ordonnées et des abscisses, donc sur le côté, il y a mal-être, bien-être, et puis il y a une ligne de temps. Donc vous allez mieux comprendre, pour ceux et celles qui sont déjà partis à l'étranger, qui se sont expatriés, et vous allez mieux comprendre le parallèle que je vais faire avec le chômage. Donc la période du chômage. Dans un premier temps, voilà, vous arrivez dans un nouveau pays, vous êtes plutôt content, vous êtes dans la découverte, c'est comme une sorte de lune de miel, vous êtes bercé d'illumination, de sentiments positifs, vous êtes dans l'exploration, donc tout se passe bien. Mais au fur et à mesure que le temps passe, vous commencez à prendre conscience de certaines choses qui vous manquent, certaines choses aussi qui peut-être ne sont plus pareilles par rapport à votre quotidien, etc. Donc vous rentrez dans une phase de prise de conscience qui vous fait basculer sous la barre, on va dire dans la barre du mal-être, vous commencez à vous sentir désorienté. Vous commencez à avoir peur de ne pas trouver votre place, vous avez une sorte d'anxiété vis-à-vis de l'avenir, vous êtes dans un certain inconfort, etc. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Il se passe la chose suivante. C'est à ce moment-là où vous avez 2 choix. Vous avez le choix de continuer un petit peu la dégringolade ou de commencer à enclencher un changement pour pouvoir ensuite, après, vous adapter à votre nouvel environnement. Donc vous êtes dans une phase de transformation. C'est la phase que vous voyez là, en bas à droite. Et puis vous remontez ensuite la pente parce que vous avez décidé de vous adapter, de mobiliser vos ressources pour pouvoir y arriver. Vous commencez à mieux vous intégrer, à avoir des amis, un entourage, etc., des repères. Et vous commencez ensuite après à avoir de nouveaux objectifs qui vous permettent de mettre en place des actions pour de nouveaux projets. Et là, vous vous sentez plutôt satisfait, épanoui, et vous avez réussi votre intégration. Donc là, je vais faire le parallèle entre l'expatriation et le chômage. À la seule différence de ce que vous voyez là, c'est que vous n'êtes pas du tout dans une phase de découverte une fois que vous êtes dans une période de chômage. Les premiers jours, vous les considérez un petit peu comme une période de repos. Et la plupart du temps, on se considère un peu comme si on était en vacances. On est plutôt tranquille, on profite de la vie, on fait ses petites balades, on va voir ses amis, on va faire du shopping, etc., etc. On va reprendre du temps pour soi. Mais arrivé à un moment, vous vous rendez compte aussi, et là vous rentrez dans cette prise de conscience, que cette situation-là n'est pas durable. Et que vous ne pouvez pas non plus rester comme ça, sans activité, sans stimulation intellectuelle, etc. Parce que vous avez l'impression que vous allez peut-être dépérir comme une petite mort intellectuelle, ou quoi que ce soit. Bref, cette période de repos est passée, maintenant vous prenez conscience qu'il vous faut trouver un changement et une situation différente par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et donc là, vous vous sentez aussi, pareil, désorienté. Est-ce que vous commencez à postuler et vous voyez que vous n'avez aucun retour, et c'est là que vous commencez à avoir des appréhensions, des peurs et de l'anxiété vis-à-vis de l'avenir, des peurs de ne pas trouver, et vous vivez une forme d'inconfort, parce que bien évidemment, personne n'est heureux d'être au chômage, à part les grosses feignasses, mais ça, vous en connaissez, vous, des grosses feignasses. Il y en a forcément quelques-unes, mais elles ne restent pas très souvent au chômage. Bref, quand vous êtes dans une situation stable, vous voyez bien que
ça vous convient pas du tout. Donc, en plus de ça, et c'est pas avec les indemnités chômage que vous allez faire des projets professionnels dans votre vie, des projets personnels, pardon, dans votre vie. Donc ça, vous pouvez aussi remercier Macron, parce que avec les différentes réformes sur le chômage, les indemnités, etc., c'est une telle violence aussi pour les chômeurs, donc ça, c'est un autre sujet. Bref, tout ça pour vous dire que vous êtes dans un inconfort professionnel, personnel, financier. Ce qui vous amène ensuite après à prendre des mesures pour remonter la pente, à mobiliser des ressources. Et quand j'entends par le terme mobiliser des ressources, qu'est-ce que vous faites? Vous refaites votre CV, vous faites votre profil LinkedIn, vous commencez à vous activer, à poser des actions, vous avez des résultats, tant mieux, vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous persistez. Mais vous n'êtes plus du tout dans cette phase de désorientation qui vous amène à vous démobiliser. Là, vous êtes en train de remonter la pente, avec plus ou moins de réussite. Et puis ensuite, après, vous voyez que vous obtenez un entretien, puis après 2 entretiens, puis peut-être un troisième, quatrième, etc., jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vous dise « Oui, je vous embauche ». Et là, ensuite, après, vous êtes plutôt satisfait, épanoui de cette nouvelle situation, jusqu'à un certain seuil, et puis ensuite, après, vous êtes content parce que vous avez réussi votre réintégration professionnelle. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre en compte le fait que oui, peut-être que vous êtes en période d'inactivité ou vous allez être dans une période d'inactivité, ce n'est pas grave. Il n'y a pas à culpabiliser par rapport à la situation des autres, par rapport à la vie des autres et par rapport à vous aussi, votre projet. Parce que c'est une transition et la transition, bien évidemment, c'est le début de quelque chose et surtout la fin de quelque chose. Et comme Olivier, lui, il était chez lui, il culpabilisait de rester chez lui. Ça m'a remémoré pas mal de choses que j'avais vécues. Moi aussi, à l'époque, j'avais l'impression d'être le seul de mon entourage, voire de ma ville, à ne pas être occupé. J'avais l'impression d'être exclu et d'avoir fait des études et d'être parti aussi à l'étranger, mais pour rien. Et le week-end, et ça c'était le pire, le week-end quand je voyais mes amis, j'avais l'impression d'être vide, de n'avoir rien à dire, et idem pendant les entretiens de recrutement. Je ne savais pas quoi dire, je m'excusais presque d'être au chômage, en recherche d'un nouveau job. Et que chaque jour, mes compétences rouillaient, comme si je devenais plus du tout employable. Donc je revoyais mes prétentions à la baisse, je postulais à des offres pour des postes dont je savais déjà que ça n'allait pas me convenir et que j'allais vite m'ennuyer. Mais c'est finalement grâce à une personne de mon réseau, de mon entourage, que j'ai remis un pied à l'étrier, grâce à un CDD dans les ressources humaines, qui m'a permis ensuite d'accéder à mon métier cible, celui pour lequel je me préparais pendant toutes mes études, le métier de consultant RH. Et heureusement que je me suis remis dans le bain grâce à cette connaissance, parce que ça a atténué le trac du retour au travail. Et c'est tout à fait normal de ressentir un petit peu de trac avant de reprendre le travail, comme avant une rentrée de toute manière. Mais au lieu de le voir comme un problème, il faut comprendre que ce trac est là comme un catalyseur. En fait, il est là pour vous permettre de vous mobiliser et surtout de vous remobiliser, à utiliser vos ressources pour vous préparer à relever un nouveau défi. Donc, c'est plutôt normal et plutôt sain d'avoir le trac. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt l'inverse qui est inquiétant. Il faut juste accepter que lorsqu'on démarre un nouveau job, on ne pourra pas tout maîtriser immédiatement, comme si on était dans un poste depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est OK de ne pas être performant tout de suite. Il faut se donner le temps d'apprendre, de s'approprier son nouveau rôle, etc. Moi, j'ai passé une longue période sans travailler, mais sans travailler, on va dire, dans le job qui était cohérent avec celui de mes études, avec le domaine de mes études. Et j'avais cette peur tellement forte de ne pas être à la hauteur que j'ai accepté la proposition de ma connaissance de prendre un poste en dessous de mes compétences, juste pour me remettre en selle et reprendre confiance en mes capacités. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Olivier. Là, à l'heure où je vous parle, dans les prochains jours, les prochaines semaines, peu importe, il va finalement décrocher un CDD dans une entreprise qui n'était pas son objectif premier, mais ça va quand même l'aider à développer son sentiment de compétence. Ça va lui permettre de se réhabituer en douceur au monde du travail, sans non plus trop se mettre la pression. Même s'il sait déjà qu'il va vite s'ennuyer, c'est OK, car il sait qu'il évoluera plus tard vers d'autres opportunités, d'autres horizons, etc. Et comment il sait ça? Comment il peut en être certain?
Parce que, en fait, je suis un peu le fautif, c'est moi qui lui ai certifié qu'il retrouvera un job à la hauteur de ses compétences que quand il sera déjà en poste. Et vous allez mieux comprendre cette idée. Car en France, pour trouver un travail à la hauteur de votre profil, il faut déjà être en poste. Oui, oui, vous avez très bien entendu. Le client recherche curriculum vitae excellent, rien à dire sur le bilan des compétences. Le seul détail gênant, Oui. c'est que vous soyez actuellement sans emploi. À vrai dire, c'est pour ça que je suis là. Non, j'entends bien, mais pour le client, l'aspect demandeur d'emploi a une connotation plutôt négative. Je comprends, mais enfin, faut être logique que si j'avais un travail, j'en chercherais pas, je veux dire. Vous savez, la logique aujourd'hui. Moi, j'ai jamais eu autant d'opportunités proposées par des recruteurs, des clients à l'époque quand j'étais consultant, ou d'anciens collègues aussi, parce que vous ne savez pas, vos collègues d'aujourd'hui sont peut-être vos employeurs de demain, parce qu'ils savent comment est-ce que vous travaillez. Donc j'ai jamais eu autant d'opportunités à cette époque-là que quand j'étais déjà en poste, et encore plus quand je me suis mis à mon compte. C'est l'absurdité du marché du travail français, où les recruteurs pensent que si vous êtes en poste, vous êtes employable. Et si vous êtes au chômage, vous êtes rouillé comme un vieil outil. Alors que la réalité est tout autre. Donc cette impression d'être bon à rien, faut la canaliser et la rationaliser. Vous avez une valeur, et c'est ce qui vous fait penser, l'inverse d'ailleurs, c'est votre angoisse de ne pas être à la hauteur. Donc relax, vous n'êtes pas un expert né, vous avez des qualités, des compétences, une valeur à apporter à un employeur, donc relativisez. De quoi vous avez peur de toute manière? De ne pas être à la hauteur? C'est ok. C'est ce que l'on appelle l'anxiété de performance. Vous passerez par une phase de remobilisation. Vous devrez vous approprier un nouveau rôle avec de nouveaux codes, un nouveau vocabulaire, des process, des procédures à maîtriser. Donc, relax. Laissez le temps au temps et faites savoir aussi à votre cadre professionnel que vous avez besoin de cette période d'adaptation. Mais ne rentrez pas dans une relation toxique avec vous-même en devenant votre propre manager et à passer votre temps à vous auto-flageller. Ne soyez pas non plus trop dur vis-à-vis de vous-même. Et ça n'a aucun sens de toute manière. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez une valeur. Vous avez une méthodologie, une approche, une philosophie de travail, une vision, peu importe. Donc laissez-vous le temps de vous acclimater. Et aussi un autre point qui est super important, ne pas viser trop haut. Parce que la plupart du temps, les nouveaux intégrés se donnent tellement à fond pour atteindre leurs objectifs, qui la plupart du temps sont inatteignables, qu'ils se fatiguent au bout de quelques mois. Et parfois, il arrive qu'on développe une sorte d'obsession pour sa santé financière, mais aussi mentale, qu'on n'a pas envie de rater son expérience, donc on se met tellement la pression qu'on n'a pas du tout envie de retourner au chômage, donc on se met cette pression-là. Et il arrive aussi que l'on se mette tellement une énorme pression, parce que l'enjeu est certes important, comme je vous l'ai dit, mais on veut absolument bien faire et faire une bonne impression. Mais en faisant ça, vous habituez votre entourage professionnel à vous voir comme mode sprinter. C'est-à-dire que le travail, c'est un marathon, hein. C'est pas un sprint. Sinon, vous courez tout droit vers le burn-out. Et cette pression, justement, c'est le meilleur moyen d'aller tout droit vers le burn-out. Voire d'adopter des comportements d'auto-sabotage que l'on retrouve très souvent chez ceux et celles qui se disent être perfectionnistes. Et vous connaissez très bien mon avis sur les perfectionnistes. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo et j'avais été associé à quelqu'un qui se disait perfectionniste, entre guillemets. Bref, c'est un autre sujet. Mais si on vous a choisi durant l'entretien de recrutement, c'est peut-être qu'ils ont perçu que vous avez vraiment une valeur à apporter, à leur apporter, et une capacité aussi à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. L'entretien d'embauche n'est pas un moment pour se survendre, mais une opportunité d'être honnête sur ce que vous savez et ce que vous pouvez aussi apprendre. Ou si vous êtes aligné avec votre projet professionnel, vos objectifs professionnels, et que vous êtes prêt à acquérir les compétences nécessaires, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Les interruptions de carrière ne sont pas égales aussi entre hommes et femmes, et ça, je le conçois. J'en sais quelque chose, puisque actuellement, ma compagne vit cette reprise au travail après une longue période de non travailler, tout simplement parce que vous le savez, elle a dû s'arrêter pour la naissance de notre enfant et aussi pour prendre un congé parental. Et je sais très bien que la maternité, ça impacte très fortement la carrière des femmes.
Nous, dans notre cas, elle, c'était un choix de notre part aussi, c'était un choix de sa part, plutôt que de mettre un enfant. Mettre un enfant de 3 mois dans une crèche, dans une collectivité, pour moi, enfin, c'est inconcevable, quoi. Chacun ses choix, chacun a fait avec ses moyens. Nous, on avait les moyens de pouvoir prendre du temps, donc d'où le fait que j'ai pas été très actif ces derniers mois. Bref, quelle que soit la durée de l'interruption, rappelez-vous que la personne qui vous a recruté a tout intérêt à ce que vous réussissiez. Voyez vos managers non pas comme des personnes qui vont vous évaluer, vous mettre des mauvais points ou quoi que ce soit comme des mauvais profs. Donc lâchez l'école. L'école c'est fini, c'est la bonne nouvelle. Là, vos managers, vous devez les voir comme des alliés et pas des personnes à impressionner à tout prix. Demandez des feedbacks dès le début, cadrez les choses et faites en sorte que vous puissiez cadrer les choses et être dans une collaboration saine pour vous assurer d'être sur la bonne voie. Donc si après 6 mois de recherche, vous n'avez décroché aucun entretien, tirez la sonnette d'alarme. Demandez un regard extérieur, c'est probablement parce qu'il y a un problème sur votre CV, quelque chose qui fait que ça n'attire pas suffisamment l'attention du recruteur, ou que probablement vous n'avez pas su suffisamment valoriser votre parcours, votre profil, votre projet, etc. Ou voire même que votre stratégie de recherche est défaillante. Et idem, si vous n'arrivez jamais à concrétiser vos entretiens ou à arriver au deuxième entretien, dans ce cas, c'est que vous n'avez pas suffisamment prouvé votre valeur ajoutée durant l'entretien. Et je sais ce que c'est d'être dans une période d'inactivité, c'est pas simple du tout, mais ce qui vous permettra d'en sortir, c'est d'en parler aux bonnes personnes, pas à celles qui vous stigmatiseront. Ça, vous les mettez de côté. Et voire même, la meilleure façon aussi d'en sortir, c'est de vous faire accompagner. Faut pas hésiter à consulter des professionnels. Olivier a fait appel à moi car il redoutait la suite de sa recherche d'emploi. Et avec tout le travail que l'on a fait, je lui ai permis de pérenniser sa carrière d'une certaine façon parce que je lui ai permis de développer sa capacité à rechercher, à se positionner, à formaliser un projet et surtout à communiquer. Parce que vous verrez que dans la vie, tout est une question de communication, surtout aujourd'hui. Et se faire accompagner permet de mieux anticiper les transitions professionnelles et de raccourcir, on va dire ça comme ça, le temps de recherche. Quelqu'un accompagné par un professionnel retrouve en général 2 fois plus vite. Et encore, ça dépend du professionnel. Mais il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est plutôt un soutien très précieux. Donc, travaillez votre projet, ce que vous voulez atteindre, postulez spontanément, entretenez votre réseau, faites-vous confiance et acceptez l'idée qu'il y aura une phase d'adaptation au moment de la reprise. Et aussi, très important, de relativiser. 6 mois de recherche d'emploi, c'est encore une période, on va dire, assez courte, acceptable dans le contexte actuel, bien sûr. Et le chômage, c'est pas une tare. Comme je vous l'ai dit, c'est une transition. Donc, vous passez d'une ancienne situation à une autre. Donc, chaque transition est une opportunité déguisée, comme on dit. Un moment où l'incertitude vous cache la voie à suivre et vous n'arrivez pas forcément à avoir une vision d'ensemble. Mais ce n'est pas la fin d'un chemin, c'est le début d'un renouveau. Donc si vous êtes dans une démarche de recherche, que vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous êtes dans une transition professionnelle et que vous cherchez à vous faire accompagner par la bonne personne, ne cherchez plus, pensez au coaching. Rendez-vous directement sur mon site osebriller.com et à l'aide de l'onglet séance découverte, de m'exposer votre situation, le contexte, votre problématique et vos attentes. Et puis vous aurez une réponse maximum dans les 72 heures. Si vous ne vous sentez pas prêt de passer le cap du coaching, il n'y a pas de souci, de toute façon, je reviendrai prochainement avec de nouveaux contenus pour pouvoir aussi vous proposer des choses qui vous aideront dans votre recherche et à créer la vie et l'activité qui vous ressemblent. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.